Tout le monde s'accorde depuis que la crise a commencé en 2009 qu'il y a en fait des zones dans la zone euro, des parties de la zone euro, un centre qui s'en sort plutôt pas mal aujourd'hui et une périphérie qui est en difficulté. Une périphérie qui correspond plus ou moins aux pays du sud de la zone euro et on y ajoute aussi l'Irlande. C'est comme les Anglais l'appellent les PIGS. C'est pas très joli, c'est le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et la Grèce. Et donc tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a une divergence entre ces deux zones et il y a beaucoup moins de consensus sur les raisons de cette divergence. Et il y a deux thèses qui s'opposent en fait. La première qui est dominante en Europe continentale et au sein des institutions européennes, c'est celle que j'appelle la doctrine de Berlin. Selon cette doctrine, il y a un comportement irresponsable de la part des gouvernements des pays de la périphérie qui ont vécu en dessus de leurs moyens, qui ont cumulé des déficits. Et quand la crise a éclaté, les marchés ont demandé des comptes et ces pays se sont trouvés en difficulté. Et du coup, la recette que proposent les adhérents de la doctrine de Berlin, elle est finalement assez simple. C'est-à-dire que ces pays-là doivent faire leurs devoirs, comme l'ont fait les pays du Nord, et donc remettre de l'ordre dans les finances publiques, éviter les gaspillages des dépenses publiques, réduire la taille de l'État et laisser plus de place à la concurrence et au libre marché pour que la croissance revienne. Et si vous voulez, donc c'est une sorte de solution qui est un peu asymétrique, qui pose tous les fardeaux de l'ajustement sur les pays qui aujourd'hui sont en difficulté. Il y a une autre thèse que, à mon avis, a plus de mérite en soi-même, qui est la thèse que moi j'appelle des équilibres structuraux. Et en fait, c'est une thèse qui est plus répandue dans les environnements anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, qui en fait met l'accent sur le fait que la zone euro est une union monétaire qui n'est pas optimale. En 1999, on a mis ensemble des pays qui avaient des divergences structurelles et des différences structurelles, et la monnaie unique a créé un faux sentiment d'égalité entre ces pays. Et donc, du coup, ce faux sentiment qui était partagé par les marchés d'un côté et par les policymakers, par les autorités publiques de l'autre, a porté à une convergence des taux d'intérêt qui est effectivement spectaculaire. À partir de 1996 jusqu'en 2000, il y a eu pratiquement un aplatissement de la courbe des taux sur les taux allemands. Et cette convergence des taux a aussi eu comme conséquence l'effet qu'il y a eu des mouvements de capitaux qui sont partis du centre et qui sont allés vers la périphérie, où il y avait des taux de profitabilité plus élevés parce que c'était des économies en rattrapage et des économies avec des taux de croissance plus importants. Et du coup, quand la crise a frappé, on s'est rendu compte qu'en fait, cette égalité des taux était une égalité fictive qui ne correspondait pas au vrai niveau de risque de ces différents pays. Et donc, du coup, les flux de capitaux se sont renversés et sont répartis de ces pays et ont causé la crise. Et du coup, ce qui est très important dans cette deuxième histoire, si vous voulez, qu'en fait, l'excès des dépenses des pays du Sud n'est pas un excès de dépenses qui vient d'un comportement irresponsable, mais tout simplement, il vient du fait d'un flux de capitaux qu'ils doivent dépenser. Et la solution au problème dans ces cas-là, c'est que d'un côté, les pays du Sud doivent faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire réduire leurs dépenses, pas seulement publiques, mais aussi privées, et en même temps, les pays du Nord doivent augmenter leurs dépenses pour que la zone euro se rééquilibre. Et si on regarde en fait aux finances publiques des pays du Sud avant la crise, on peut voir qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des pays où effectivement l'État était trop dépensier comme la Grèce, mais des pays comme l'Espagne qui étaient en situation de finances publiques plutôt meilleure que par exemple l'Allemagne. En revanche, où on trouve une claire division entre le Nord et le Sud avant la crise, c'est dans les parties courantes, donc dans l'excès des dépenses sur la production. Tous les pays du Sud dépensaient plus, public et privé, je le répète, que ce qu'ils produisaient, et tous les pays du Nord épargnaient trop et donc envoyaient leur épargne vers le Sud. C'est pour ça que le rééquilibrage devrait se faire, selon cette deuxième théorie, de façon symétrique.